voyez cette vidéo, alors vous pouvez nous aider. Nous ne pourrons pas réaliser cette étape seuls, et il y a de fortes chances pour que personne ne réussisse à atteindre cette salle avant quelques années. Néanmoins, si vous lisez ce message, c'est que vous y êtes parvenu. Mais avant toute chose, laissez-nous vous expliquer ce qui s'est passé. Le 1er juillet 2016, après la publication de leur dernière vidéo, les membres de la chaîne Azerbot se sont concentrés sur l'écriture et la réalisation d'une de leurs vidéos les plus importantes jusqu'alors, traitant du très sensible sujet de la domination russe sur le réseau internet du Kazakhstan et des manifestations populaires qu'elle engendrait. Malheureusement pour eux, les services secrets du Kremlin remarquèrent leur tentative d'intrusion ayant pour but la récupération de documents classés secrets, et ils décidèrent de les éliminer afin d'étouffer l'affaire. C'est ainsi qu'un jour, alors qu'ils se trouvaient à la terrasse du bière Paul Jack et buvaient de Delicious Stout, World Race et Electronics, enfin, Achille et Romain, de toute façon leur pseudo était pourri, reçoivent un mystérieux message d'Azuroka, dernier membre de l'équipe, avant de réaliser qu'il avait disparu. Ayant deviné le lien évident entre sa disparition et leur vidéo, ils abandonnent immédiatement sa production et décident de fuir dans un lieu où personne ne pourrait les trouver. Ils contactent alors John McAfee, un habitué de ces situations, et ce dernier accepte de les aider à se cacher, ayant adoré leurs vidéos le concernant et étant depuis un de leurs plus grands fans. Ils prennent alors un vol pour l'Angleterre et décollent dans l'après-midi. En échange de sa protection, McAfee leur demande de travailler sur un projet top secret concernant le Bitcoin, en exploitant des failles informatiques concernant presque toutes les machines sur le marché qu'il a récemment découvert. Ne voyant pas d'autre option, ils acceptent et le Bitcoin finira par dépasser les 1000 $ en 2017. Son cours ne s'arrêtera pas de grimper. Pendant ce temps, Azuroka restait porté disparu. Au bout d'un certain temps, les Russes réussissent à retrouver Achille et Romain. Ils décident de les tuer à l'aide d'un agent nerveux, tuant malencontreusement un ancien espion russe sur le sol anglais qui se trouvait non loin d'eux, créant ainsi un conflit international. Ils réussissent tout de même à en échapper, mais se font capturer par un oligarque russe mécontent de la montée du Bitcoin qui l'avait ruiné. Ils sont alors emmenés de force dans la mère patrie Russie et doivent travailler pour leurs ravisseurs tant qu'ils ne leur ont pas remboursé leur argent d'une manière ou d'une autre. Ils utilisent alors des failles trouvées dans les logiciels de minage d'Ethereum, une autre crypto-monnaie, afin de rediriger les bénéfices dans le portefeuille russe, accumulant jusqu'à 20 millions de $ en l'espace de quelques mois. En travaillant à ses côtés, ils interceptent des communications sur une opération qui aurait été menée à bien sur Facebook, impliquant la campagne du président américain nouvellement élu, mais ils n'ont alors pas le temps de s'attarder dessus. Azuroka était toujours introuvable. Se croyant perdus, les deux amis utilisent une dernière fois leur connaissance pour programmer la suppression de Despacito en 2018, ce qu'ils considèrent comme leur dernier cadeau pour l'humanité. Et alors qu'un jour ils pensaient que leur heure était venue, un groupe militaire fait irruption chez leur agresseur et vient l'arrêter pour avoir bloqué l'accès à de nombreux sites internet tels que Twitter, Netflix et Amazon lors de la cyberattaque des serveurs DIN en 2016. Les deux compères apprirent plus tard qu'il s'agissait ici de la CIA qu'il avait localisé à partir de son téléviseur intelligent Samsung dont il pouvait récupérer les entrées micro. Bien que sauf grâce à cette technologie, il reste révolté par l'utilisation illégale des écoutes et découvre en se renseignant toute une panoplie de logiciels espions mis au point par la CIA. Il décide donc de faire fuiter le tout sur la toile. Dans les heures qui suivaient, Wikileaks publiait Vault 7, l'une des plus grosses affaires de cyberespionnage illégal depuis Snowden. Cependant, la CIA ne met pas longtemps à comprendre d'où vient la fuite et traque à son tour les membres d'Azerbot. Achille et Romain mettent alors en point un dispositif leur permettant d'échapper aux caméras de surveillance. Désormais, ils pouvaient placer n'importe quel visage à la place du leur grâce à un logiciel placé sur les stockages vidéo. Ils finissent par rendre publique la technologie sur Reddit. Azuroka ne donnait toujours pas de signe de vie. En plus, ils n'avaient désormais plus la possibilité de publier des vidéos sans que les métadonnées du plot les trahissent. Mais ils eurent une idée. Ils construisirent dans une ancienne salle serveur un module permettant l'upload de vidéos à distance, ce qui leur permettrait de rester cachés tout en publiant. Cependant, ils ne pouvaient pas l'activer eux-mêmes sans quoi leur localisation serait corrompue. Ainsi, ils laissèrent des indices là où ils purent à leurs abonnés. Et un jour, peut-être, l'un d'eux comprendrait et viendrait activer leur système. Lorsque ce jour arriverait, ils pourraient enfin reprendre leurs vidéos, publier de nouveau. Alors, Azerbot pourrait renaître. Alors, Azerbot reviendrait.
Salut à tous et à toutes, c'est la team Azerbot qui revient sur l'internet mondial après ces 2 ans d'absence. Bordel, vous nous avez manqué. Comme vous avez pu le comprendre, nous avons eu 2 années plutôt mouvementées, au cours desquelles une quantité astronomique de créations, d'événements et de révolutions ont vu le jour. Alors, avant toute chose, on tient à préciser que pratiquement tout ce que vous avez pu voir et entendre dans cette merveilleuse petite introduction, c'est réellement produit. Bon, bien sûr, vous l'aurez, on l'espère, compris, nous n'étions pas liés à tout ce remue-ménage, ce ne sont pas les vraies raisons de notre absence, néanmoins ces péripéties sont advenues sur notre belle planète pendant ce laps de temps, avec des protagonistes divers et variés. Et c'est donc là tout l'intérêt de cette vidéo, mes très chers amis. Nous allons revenir sur ces phénomènes technologiques qui ont bouleversé notre monde, sans que vous vous en rendiez peut-être même compte. Je vais donc laisser la parole à Achille, oui on a bel et bien abandonné l'idée des pseudos, qui va vous guider dans les profondeurs du passé pour retourner 2 années en arrière, en octobre 2016, avec l'une des plus grosses cyberattaques sur le web. Nous sommes le 21 octobre 2016. Le matin se lève sur les États-Unis d'Amérique. La population se réveille sans savoir ce qu'il est en train d'advenir aux 4 coins du pays et dans d'autres endroits du globe. Et ce n'est ni Twitter ni le New York Times qui va pouvoir l'informer, vu que leur site web n'est tout simplement pas disponible. Ce n'est pas non plus The Guardian, ni CNN, et encore moins Fox News, qui va pouvoir la sortir de l'ignorance. Malgré tout, chaque travailleur va prendre le métro pour rejoindre son lieu de travail, en écoutant sur le trajet sa playlist Spotify préférée. Sauf que Spotify ne fonctionne pas non plus. Les adeptes de SoundCloud n'auront malheureusement pas plus de chance. Très bien. Allons voir le nouvel épisode de cette fameuse sitcom sur Netflix. Encore raté. Rien ne semble vouloir fonctionner. Vous l'aurez compris, nous avons ici affaire à une attaque d'envergure qui ravage le pays. La raison de toute cette catastrophe est un petit programme malveillant écrit en langage C, prénommé Mirai. Son créateur, anonyme sous le pseudonyme de Anna Senpai, l'a mis au point de telle sorte qu'il attaque les appareils sous Linux afin de les transformer en botnet, ou ici en zombies. En effet, telle la créature qu'on ne présente plus, une fois l'hôte infecté, il cherchera à transmettre sa maladie au plus grand nombre. Du moment que la victime tourne sous Linux, qui je vous le rappelle est un système d'exploitation open source aux très nombreuses variantes, un grand nombre d'appareils est donc sous cet OS, parmi eux on peut citer les ordinateurs, les téléphones, Android et par exemple basés sur un noyau Linux, ainsi qu'un bon paquet d'objets connectés qui sont aujourd'hui très répandus. Les Raspberry Pi en font partie, comme tout système intelligent ou connecté. Ils sont membres de la famille de l'IoT, l'Internet of Things, l'Internet des choses. Enfin bref, les objets connectés, les caméras, les smart TV, les imprimantes, et même qui sait, ta machine à laver. Le malware Mirai s'attaquait alors en priorité aux caméras de surveillance connectées, étant le système le plus largement répandu. Sur le marché en 2016, il y en avait bien plus d'1 million. Je vous laisse imaginer la puissance de l'attaque si elle venait à être toute corrompue. Cette même année, c'était l'entreprise française OVH, très réputée dans son secteur, l'hébergement de sites, qui avait subi une attaque semblable, avec un trafic supérieur à 1 Tbit par seconde, qui provenait d'une armée de plus de 145 000 caméras. Ils avaient à l'époque plutôt bien géré l'attaque, orchestrée par un virus se basant sur Mirai. Ce dernier fonctionne de la manière suivante. Une fois l'objet infecté, un scan est lancé depuis la victime sur les réseaux alentours, et s'il détecte une IP correspondant à un objet connecté, il commence à l'attaquer. Le mécanisme de pénétration est simple. Mirai teste quelques combinaisons d'identifiants mots de passe du style admin-admin, root-root ou encore admin-password qui sont ceux par défaut en sortie d'usine. Les utilisateurs n'ayant pas modifié ces derniers, parfois ne sachant même pas que leurs objets possèdent de tels accès, Mirai se fraye un chemin dans le programme de contrôle de l'objet, s'accordant le pouvoir administrateur. Une fois cela fait, il se connecte à un serveur distant appartenant au hacker et attend ses ordres, c'est-à-dire les sites qu'il doit attaquer. Et à la différence de nos ordinateurs, ils sont toujours actifs, prêts à l'emploi. C'est ainsi que Mirai s'est constitué une armée de 380 000 objets connectés aux 4 coins du globe. Et le 21 octobre 2016, l'assaut est lancé sur l'entreprise DIN, qui se fait attaquer par un flux de plus de 1,3 Tbit par seconde. L'attaque est revendiquée par New World Hackers et Anonymous, mais cela ne veut pas dire qu'ils en sont forcément les initiateurs, vu qu'il me semble que l'on ne sait toujours pas l'origine. Certains blogs ont évoqué un simple script qui dit. Alors que DIN se fait submerger, le gouvernement américain, plus précisément le Department of Homeland Security, se mêle à l'histoire et ouvre immédiatement une enquête en voyant les dégâts de trafic que cela génère. Pourquoi le gouvernement s'intéresse-t-il tout à coup à cela ? La réponse est simple. DIN est un service qui permet l'association d'adresses IP à un nom de domaine et est très utilisé par certaines entreprises américaines et internationales. Il permet par exemple aux détenteurs d'IP dynamiques, donc qui changent au cours du temps, de réaffecter l'IP changeante du site à la bonne URL. C'est un service payant que n'importe qui peut utiliser, et qui, lorsqu'il est inopérant, ne relie plus les IP au nom de domaine, causant ainsi une inaccessibilité au site web demandé. En temps normal, une attaque DDoS n'a assez de puissance que pour viser un ou deux sites web.
et c'est même souvent un seul et unique qui est ciblé. Mais ici, en attaquant Dean, le dommage est causé au service qu'il propose, la redirection. C'est alors que pendant une dizaine d'heures, tous ces services deviennent inaccessibles, en particulier aux États-Unis, mais aussi dans d'autres endroits du globe. Airbnb, Amazon, The Guardian, GitHub, les services HBO, Xbox Live, PSN, Netflix, PayPal, Reddit, The New York Times, SoundCloud, Spotify, Twitter, Visa et bien d'autres encore sont impossibles à atteindre, causant une importante panique chez les détenteurs des sites ciblés. En réalité, le hacker Anna Senpai avait fait leaker le code source plus tôt, comme on peut le voir avec cet article de TechCrunch datant du 10 octobre 2016, puis un utilisateur de GitHub l'a remis en ligne sur la plateforme à des fins d'apprentissage. On voit bien ce que cela a donné. Anna Senpai a déclaré « J'ai fait de l'argent, de nombreux regards sont tournés vers l'IoT à présent, il est temps pour moi de sortir de ce putain de milieu. » En effet, cela a fait beaucoup de bruit, son objectif a été atteint, à savoir de faire réagir et d'informer sur les dangers que peuvent causer de tels objets si l'industrie continuait à les négliger au niveau de la sécurité. En voyant l'œuvre qu'a permis son virus, notre hacker a dû avoir des émotions mitigées. En mettant ainsi hors d'atteinte de si gros sites, il a probablement causé une importante perte de revenus chez les victimes. Cependant, le monde venait de voir la puissance de feu dont disposaient ceux qui savent manier l'arme virtuelle. À la fin de cette attaque, les mœurs auraient changé, Internet plus que jamais à découvert. Même si le pire venait d'arriver, le code source étant à présent disponible pour n'importe qui et mis en avant par l'étalage médiatique dont il venait d'être l'objet, il faudrait tout reconstruire, avec plus de sécurité. Surtout qu'à l'époque, il était question de la plus grosse attaque DDoS jamais enregistrée, avec un débit de 1,3 terabits par seconde. Une citation lue dans TechCrunch m'a beaucoup inspiré. Il y a 3,4 milliards d'utilisateurs d'Internet dans le monde, et entre 10 et 15 milliards d'objets connectés. C'est un monde complexe. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous serrer les coudes et chercher à rectifier cela. Vous l'aurez compris, même sur Internet, l'humanité s'autodétruit. En effet, l'ère de l'attaque DDoS au terabit a commencé, et rien ne semble pouvoir se mettre en travers de son chemin. Aujourd'hui, nous avons affaire qu'à de petits groupuscules, aux petites ambitions, ou cherchant à nous ouvrir les yeux, mais le monde de demain pourrait ne pas être aussi délicat. D'après un rapport d'Arbor Networks, la plus grosse DDoS de tous les temps date de mars 2018 et visait un opérateur mobile américain avec un flux de 1,7 terabits par seconde, soit 212 gigaoctets par seconde, et est survenue seulement 5 jours après celle de GitHub, qui avait elle aussi été historique. Avec les nombreuses attaques que nous avons subies ces derniers temps, et avec les dévoilements soudains des sources des virus permettant l'infection, il est plus que nécessaire de faire de la sécurité des objets connectés une priorité. Dans tous les cas, si les constructeurs ne changent rien, deux solutions s'offrent à nous. La première est d'arrêter de les utiliser. Bon, personne n'y croit. Reste la deuxième qui consiste en la mise en place de protections anti-DDoS sur les sites. Bon, je dois vous avouer que ces protections n'ont pas arrêté les attaques à l'instant évoquées, mais tout de même, c'est un bon début. OVH avait annoncé qu'il mettrait en place des protections de ce type capables de contrer des attaques montant jusqu'à 5 terabits par seconde. La recherche dans ce domaine ne doit pas s'arrêter, surtout que de plus en plus de services sensibles vont être déployés sur le monde virtuel et donc devenir des cibles privilégiées. Déjà en 2016, le monde connaissait une menace planant au-dessus d'eux, n'attendant que de s'intensifier. Mais ce qui se prépare dans les années à venir, personne ne peut le prévoir. Cependant, en termes de prédiction, tous les domaines ne se valent pas. Basculons donc vers les signes annonciateurs de mutations profondes dans le marché du travail liées à l'automatisation, ici appliquées au domaine de la finance. Avançons, non reculons, enfin, restons en 2016. Prenons le cas de Bridgewater Associates. C'est une entreprise de gestion alternative, un bien joli nom pour dire un fonds de spéculation bien sale. L'idée est simple, faire fructifier un patrimoine de départ confié par des investisseurs institutionnels comme des entreprises privées ou des banques en spéculant, c'est-à-dire en faisant un profit par des opérations financières sur des valeurs dont le cours évolue. Attends, on comprend rien à ce que tu dis là. Laisse-moi donner un exemple. Si j'achète une bouteille de vin 10 €, que j'attends 20 ans et que je la revends alors 50 €, j'aurais spéculé 40 € grâce à la valeur flottante de la bouteille. Merci, bref, j'espère que c'était plus clair. Donc je disais que Bridgewater spécule sur des domaines comme les échanges de devises, les actions en bourse ou les matières premières. C'est l'une des plus grandes entreprises dans le domaine avec une gestion de près de 160 milliards de dollars de produits dérivés financiers en 2017. Mais pourquoi s'intéresse-t-on spécifiquement à Bridgewater ? Ouais, j'avoue, on s'en fout, ton entreprise de merde là. Eh bien parce que cette entreprise est particulièrement ambitieuse dans le domaine des nouvelles technologies. Son objectif est d'automatiser, à l'aide d'une intelligence artificielle du nom de Prios, des fonctions jusqu'ici réservées à des humains, notamment dans les domaines du management, du recrutement ou du service aux clients. Déléguer des fonctions de management à une IA ne vous paraît peut-être pas si ambitieux, mais je vous assure que ça l'est. En effet, cela implique de confier la marche à suivre de l'entreprise vers les objectifs fixés
à une machine, cela implique également d'avoir une machine donnant constamment des ordres aux humains quant à la manière exacte de faire leur travail au fil de leur journée, une machine qui décide qui embaucher et qui virer, à qui donner une promotion, etc. Et ce pour une entreprise qui pèse plus de 160 milliards de dollars sur les marchés financiers et dont les clients, notamment des banques, nous concernent directement. En gros, lorsque votre banque de dépôt, qui est aussi une banque d'investissement, décide de confier des sommes astronomiques à Bridgewater, c'est votre argent qui est confié, en partie, à une IA. J'espère que celle-ci sait ce qu'elle fait. En parlant de finances, j'ai une petite anecdote en passant qui pourrait vous donner une idée du niveau d'aberration de notre monde. C'est aussi l'occasion pour moi de vous présenter l'Apocalypse, notre conservateur en chef des présages apocalyptiques. En 2013, la richesse créée dans le monde s'élève à 70 000 milliards de dollars. Les dettes privées et publiques s'élèvent à près de 100 000 milliards de dollars. Le stock mondial de capital, c'est-à-dire la richesse créée, établie et durable, comme des routes, l'immobilier, etc., s'élève à près de 270 000 milliards de dollars. Enfin, le montant des produits dérivés financiers, c'est-à-dire les produits de spéculation échangés en bourse, s'élève à 693 000 milliards de dollars. Bref, la finance, c'est à la fois du génie et du suicide. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle permet d'entrevoir l'avenir probable du monde en entreprise. Un avenir sombre, mes amis, fait d'automatisation, et donc, puisque la main-d'œuvre à l'échelle mondiale ne cessera d'augmenter, un monde fait de chômage. C'est d'ailleurs une thématique très à la mode qui vous rappellera peut-être le jeu Detroit Become Human de David Cage, sorti en mai 2018. Si l'on voit aujourd'hui des machines remplacer les caissières et les ouvriers, ces emplois ne sont pas les seuls en danger. En 2016, plus de 80% des marchés financiers utilisaient des robots traders et en 2015, 570 000 opérations chirurgicales ont été réalisées par des machines. On estime qu'au moins 45% des activités pour lesquelles des humains sont aujourd'hui payés peuvent être automatisées en adaptant des technologies existantes. Car oui, la chair est faible. Je vois souvent des réponses optimistes à ces sombres prophéties. Que l'intelligence artificielle aura toujours besoin d'hommes pour coder et designer les machines, et que l'innovation crée toujours des emplois. Mais cela sera-t-il suffisant pour combler les nombreuses pertes ? Certains prennent l'exemple des révolutions industrielles qui ont vu de nombreux emplois être remplacés par des machines, dans l'agriculture par exemple, et qui n'ont pourtant pas conduit à un chômage de masse. Là-dessus, je vais être clair. Les révolutions industrielles du 19e siècle en Europe et en Amérique du Nord ont seulement transféré une bonne partie de la main-d'œuvre agricole vers le secteur secondaire, le secteur industriel. On voit cette transition dans les pays qui ont initié leur développement dans la seconde moitié du XXe siècle, en Asie par exemple. Les gens quittent les campagnes pour les industries de la ville. Dans nos sociétés occidentales, le secteur secondaire a été massivement amputé par la robotisation et par les délocalisations à partir des années 1970. La main-d'œuvre s'est alors reportée vers le secteur tertiaire, le secteur des services comme la recherche, la finance, le tourisme, le conseil, etc. Aujourd'hui, l'automatisation touche le secteur tertiaire et il n'y a guère de nouvel échappatoire puisqu'il n'y a plus de place ni dans l'agriculture ni dans l'industrie pour les 3/4 de la population active. Run. Ok, après toutes ces informations assez lourdes, nous vous offrons une pause anecdote plus légère qui se sont déroulées durant notre absence. Gardons l'intelligence artificielle pour thème et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Un petit détail amusant de l'année 2016 était la bonne résolution de Mark Zuckerberg, voulant finir l'année en ayant fabriqué, construit, codé entièrement par lui-même une intelligence artificielle pouvant contrôler sa maison. Et arrivé en 2017, il nous a présenté Jarvis, oui, comme dans Iron Man. Le petit plus ? Il s'est payé le luxe de lui donner la voix de ce bon vieux Morgan Freeman. Il a présenté sur Facebook dans une petite vidéo ce qu'il avait réussi à lui faire, et c'était assez cool à voir. Il réagit aux commandes vocales, sait reconnaître les visages et les voix, et bien sûr, permet de contrôler l'entière demeure. Et il est même disponible en chatbot Messenger. Bon, après, ce n'est pas non plus un vrai Jarvis, il se limite à ce que peut faire Alexa ou Siri, en un peu moins bien. Pas de quoi alarmer les fervents défenseurs de l'IA contrôlée tels qu'Elon Musk, avec lequel il a d'ailleurs eu plus tard dans l'année un échange pour le moins mouvementé sur le sujet, renvoyant une vision très optimiste sur l'IA, contrairement à Musk, qui préfère garder ses réserves quant à l'utilisation en roue libre de cette technologie. Sinon, en novembre 2016, Internet s'est une nouvelle fois enflammé en lisant un peu partout le résultat d'une expérience de nos chers amis de chez Google. Une expérience qui, une fois terminée, aurait fait frémir les chercheurs. Contextualisons. Dans les locaux de la grande entreprise que nous connaissons bien, les chercheurs du projet Google Brain, un projet ayant pour objectif d'améliorer les processus de deep learning et d'en créer de nouveaux, ont développé 3 petites intelligences artificielles du nom de Alice, Bob et Eve. Alors non, ils ne leur ont pas donné de nom par pure fantaisie, ce sont là des dénominations très répandues en cryptologie. Alice et Bob tiennent pour sujet A et sujet B et auront pour but de communiquer ensemble. Eve tient pour eavesdropper, ou littéralement oreille indiscrète, et aura pour but d'écouter la conversation et de tenter d'en déceler les informations. Voilà donc le tableau d'ensemble.
3 IA, l'une envoyant un message aux autres. Plus précisément, Alice envoyait des messages chiffrés à Bob et Eve, et seul Bob recevait la clé de déchiffrage. Le but était à la fois qu'Alice arrive à chiffrer ses messages et que Bob les déchiffre en utilisant sa clé, chose qu'il devait aussi comprendre par lui-même. Bon, après beaucoup d'essais et un petit coup de pouce des chercheurs, il a réussi à s'en servir et pouvait comprendre les messages d'Alice. Pendant ce temps, Eve cherchait à casser le message chiffré, sans succès. Mais qu'est-ce qui a causé autant d'articles ? C'est le fait qu'Alice n'avait pas de méthode de chiffrement préenregistrée, si ce n'est quelques fonctions mathématiques lui permettant de finalement comprendre comment arriver à son but. Et elle a réussi. Si bien que même les chercheurs ne sont pas parvenus à décrypter les communications. Les messages échangés étaient à présent totalement secrets. D'où la panique médiatique qui voyait ça en Terminator et d'autres catastrophes technologiques. Les IA ont inventé leur propre langue, incompréhensible par les humains. Bon, il faut avouer que cela peut faire peur, néanmoins rien de surprenant. L'IA a juste fait ce qu'on lui a dit. De plus, le principe même d'un message chiffré est qu'on ne peut pas le lire. Et surtout, elles n'ont pas inventé de langue. Elles ont chiffré un message et cela fait une grosse différence. Enfin bref, cela reste une belle avancée dans le domaine de l'intelligence artificielle plus que de la cryptologie, et il est intéressant de voir jusqu'où de telles choses vont nous mener. Puisque nous parlions de finances un peu plus tôt, continuons avec la monnaie dont on vous avait déjà présenté les caractéristiques dans une précédente vidéo et qui s'est retrouvée sous le feu des projecteurs en 2017. Je parle ici du Bitcoin, et non, contrairement à ce que vous avez pu voir en début de vidéo, McAfee n'a rien à voir avec ça et personne n'a fait monter son cours volontairement. On ne va pas trop s'attarder dessus, déjà parce que tous les articles putaclic de la planète en ont parlé, et surtout parce qu'on y reviendra plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais alors pourquoi un tel engouement ? Telle une avalanche déclenchée par le dépassement des 1000 $ par la crypto-monnaie en janvier 2017, le Bitcoin se retrouve assailli par de nombreux investisseurs désireux de spéculer sauvagement sur sa valeur. Cette spéculation est rendue possible par la nature limitée du Bitcoin, 21 millions d'exemplaires maximum, qui le rend de plus en plus difficile à miner et donc précieux au fur et à mesure que la demande augmente. Mais comme le destin de toute bulle spéculative est forcément d'exploser, il n'est pas étonnant que sa valeur soit passée de 18 000 $ à 6 000 $ en l'espace de quelques mois. Je vous renvoie donc à mon anecdote sur la spéculation mondiale, voyez donc le Bitcoin comme un avant-goût de ce qui nous attend tous tôt ou tard. Mais voilà, si l'augmentation du prix de la valeur du Bitcoin a rendu hystériques les investisseurs de la première heure avec un rendement qui allait bien au-delà de leur espérance, elle a aussi empêché de nombreux intéressés d'en acheter. Comment pallier à ce problème ? Tout simplement en se tournant vers d'autres crypto-monnaies, qui ont alors été la cible de personnes cherchant à surfer sur la fausse impression que le Bitcoin c'est de l'argent gratuit. Encore une fois, on ne va pas s'attarder dessus, mais même les médias de masse se sont retrouvés à faire des articles sur des monnaies alternatives, plongeant peu à peu le Bitcoin dans l'oubli. C'est comme ça, si l'on veut faire de l'audience, il faut toujours avoir de la nouveauté, toujours plus loin, bref, on a l'habitude. Tout ça a bien évidemment contribué à la grande montée du Bitcoin et des autres monnaies, en plus des raisons évoquées précédemment. Personne n'a pu passer à côté de cette grande révélation qui a précipité l'internaute lambda dans un véritable effet de mode. Comme s'il s'agissait ici de la découverte d'un hand spinner, un autre truc bizarre qui a surgi sur Terre pendant notre absence, permettant de se faire soi-disant de l'argent facile. Même les dirigeants étatiques s'y sont mis. Connaissez-vous le Petro ? Le Petro est la première crypto-monnaie jamais lancée par un État, celui du Venezuela. Mais pourquoi donc, vous demandez-vous ? Pour comprendre cela, nous allons retourner un petit peu en arrière. Nous sommes le 19 avril 2013, à la suite de la mort du charismatique président Hugo Chavez, très populaire pour ses nombreux programmes sociaux, mais n'ayant cependant pas mis en valeur l'industrie pétrolière, Nicolás Maduro, son dauphin, devient le président par intérim, puis est élu de justesse un mois plus tard avec 50,66% des voix. Moins d'un an après son arrivée au pouvoir, entre janvier et février 2014, Nicolás Maduro doit faire face à de nombreux mouvements de contestation liés à l'inflation considérable qui suit la baisse du prix du pétrole. On compte alors de nombreux blessés et tués parmi les manifestations étudiantes. Le 1er août 2015, on estime que l'inflation atteint 200%. Le 6 décembre 2015, l'opposition, la table de l'unité démocratique, gagne les élections législatives, mais rien ne change. Maduro s'octroie davantage de pouvoir. Le 14 mai 2016, Maduro invoque des menaces extérieures pour s'octroyer plus de pouvoir, il étend les prérogatives de l'armée. Le 30 juillet 2017, Maduro fait élire une assemblée constituante qui confisque le pouvoir législatif au Parlement, celui-ci étant contrôlé par l'opposition. Il truque les élections régionales d'octobre et exclut les candidats de l'opposition du scrutin présidentiel à venir. En octobre 2018, Maduro, après avoir exclu les principaux partis d'opposition, gagne les élections présidentielles. Le Venezuela apparaît désormais comme une dictature. Le lendemain, les États-Unis de Trump durcissent leurs sanctions envers le pays. Un décret empêche les Américains d'acheter de la dette vénézuélienne. Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
La crise économique d'un pays entièrement dépendant de ses exportations de pétrole aux infrastructures d'extraction vétustes et sous sanctions financières des États-Unis s'est transformée en crise sociale sous le coup d'une inflation qui devrait atteindre 1 million de % d'ici la fin de l'année 2018. Les populations ne peuvent plus acheter de produits de base, nourriture, médicaments, etc. Pour essayer de sortir de la dépendance de son pays au dollar, le Venezuela a lancé en février 2018 sa propre crypto-monnaie, le Petro, adossée à ses réserves pétrolières. La nouvelle monnaie nationale, le bolivar souverain, est elle-même alignée sur la valeur du pétro le 20 août 2018. Le pétro a vocation à contourner les sanctions internationales américaines et ainsi à être échangé dans des transactions à l'étranger. Mais contrairement à une crypto-monnaie comme le Bitcoin, le pétro n'a pas une valeur flottante puisqu'il est indexé sur le prix du baril. Il est souvent qualifié d'arnaque ou d'écran de fumée destiné à masquer la catastrophe économique du pays. Qu'adviendra-t-il de cet État qui chaque jour voit la précarité de sa population augmenter, provoquant des flux de milliers de migrants passant la frontière brésilienne et colombienne? Le pétro sera-t-il un héros salvateur de l'économie vénézuélienne et un précurseur ou un simple mirage? C'est ce que nous verrons. En tout cas, l'explosion des crypto-monnaies n'a pas été le seul bouleversement en retombées politiques. En effet, une révélation a mis à feu et à sang le monde entier en mars 2017. Je parle ici d'une situation qui a mis à mal la sécurité des pays et détruit la confiance des citoyens américains en leur gouvernement, bien qu'elle était déjà dans une posture assez délicate. Mais je le reprécise, les conséquences sont d'ordre mondial. L'affaire dont je vais vous parler est très certainement le plus gros scandale de cyber-espionnage depuis Snowden. Et lorsque l'information est tombée, je dois vous avouer avoir non pas été surpris, car il était évident que tout se passait ainsi, mais été impressionné par la vulnérabilité dont nous, utilisateurs de technologie, sommes victimes. Bon, je crois avoir assez teasé cette partie. Rentre.